Là-bas, au-delà des limites de la lumière solaire, au-delà du souffle ténu du vent solaire, une minuscule machine fabriquée par l'homme murmure encore à travers l'abîme. 47 ans après son lancement, Voyager 1, un vaisseau spatial conçu à une époque où les ordinateurs personnels n'existaient même pas, vient de faire quelque chose d'inattendu. Elle a fait demi-tour. Pour des raisons que personne à la NASA ne peut expliquer pleinement, l'objet le plus éloigné jamais créé par l'homme a modifié son orientation vers le système même qu'il a quitté. Puis elle a renvoyé des données si étranges, si impossibles, que le monde scientifique en est resté bouche bée. Qu'est-ce qui pouvait bien faire tournoyer une sonde mourante à des milliards de kilomètres de la Terre, dans l'obscurité, et qu'a-t-elle vu là-bas, dans le silence entre les étoiles? Tout a commencé en 1977, lorsque Voyager 1 et sa jumelle Voyager 2 ont été lancés pour profiter d'un alignement exceptionnel des planètes extérieures. Avec une mémoire inférieure à celle d'une montre numérique et une consommation énergétique équivalente à celle d'une ampoule de réfrigérateur, ces sondes n'étaient pas censées survivre un demi-siècle. Et pourtant, elles y sont parvenues. Elles ont offert à l'humanité ses premières images des tempêtes de Jupiter, des anneaux de Saturne et des secrets glacés de mondes que nous pensions autrefois dépourvus de vie. Puis, alors que leurs caméras s'éteignaient et que leurs batteries vieillissaient, elles ont continué leur voyage au-delà de Pluton, au-delà de la ceinture de Kuiper, au-delà de toutes les limites que nous avions tracées autour de notre système solaire. Voyager 1 est devenu la première sonde à franchir l'héliopause, la frontière invisible où le vent solaire s'éteint et où commence l'espace interstellaire. Mais lorsqu'elle franchit cette limite, un phénomène étrange se produisit. Les champs magnétiques ne se modifièrent pas comme prévu. La densité du plasma augmenta brusquement, mais la direction du champ resta inchangée, comme si la sonde n'avait pas quitté notre système solaire, mais était entrée dans un système symétrique. Pendant des années, les scientifiques ont cru que Voyager 1 avait véritablement franchi le seuil de l'espace interstellaire. Mais de nouvelles données ont commencé à révéler une toute autre réalité. Les instruments de la sonde, dont 4 étaient encore fonctionnels, ont enregistré de subtiles fluctuations des ondes de plasma, comme des échos rebondissant entre des parois invisibles. L'héliopause, la limite supposée du système solaire, n'était pas lisse. Elle ondulait, et ces ondulations s'intensifiaient. Puis, en 2018, Voyager 2 a franchi cette même frontière et a détecté exactement le même alignement magnétique, les mêmes pics de densité, la même absence troublante de transition. 2 engins spatiaux, à 6 ans d'intervalle pénétrant dans un espace supposément ouvert, se sont retrouvés piégés dans des conditions magnétiques identiques. Les modèles de la NASA étaient incapables de l'expliquer. La conclusion la plus simple, à savoir que les sondes n'avaient en réalité pas quitté l'influence du Soleil, soulevait une question encore plus importante. Qu'y a-t-il donc réellement là-bas? L'héliosphère n'était-elle pas une bulle, mais une barrière? Et si tel était le cas, qu'y avait-il de l'autre côté qui exerçait une pression? Fin 2024, le flux de données de Voyager 1 a changé. Son détecteur de rayons cosmiques, fonctionnant bien au-delà de sa durée de vie prévue, a commencé à enregistrer de brèves impulsions rythmiques espacées précisément de 11 minutes. Dans un premier temps, le réseau de communication avec l'espace lointain de la NASA a attribué ce phénomène à du bruit de fond, dû à des interférences de rayonnement. Mais ces impulsions étaient parfaitement synchronisées, et leur amplitude augmentait en corrélation exacte avec les ondes de plasma environnantes. Puis, un dysfonctionnement de la transmission s'est produit. L'antenne de Voyager 1 est immobile depuis plus de 10 ans, s'est soudainement réorientée d'un demi-degré. La manœuvre était infime, presque imperceptible. Pourtant, elle nécessitait une commande délibérée de ses propulseurs d'attitude, une commande qui n'avait pas été envoyée. La sonde avait fait demi-tour, non pas vers le Soleil, mais dans la direction du flux magnétique qu'elle détectait depuis des mois. Et à cet instant, les données ont changé. Les pics rythmiques se sont fondus en une tonalité continue, un signal stable oscillant juste en dessous du seuil d'audibilité humaine. Une fois décodé, la forme d'onde a révélé quelque chose que personne à la NASA ne voulait croire. Un rapport harmonique répétitif correspondant aux fréquences fondamentales de l'atome d'hydrogène,
la même constante utilisée pour coder le disque d'or, le message de Voyager aux étoiles. Cette découverte divisa la communauté scientifique en deux. Certains y virent une coïncidence, un simple effet de résonance plasmonique. D'autres pensaient qu'un phénomène bien plus profond s'était produit. Voyager 1 ne détectait pas un champ naturel, mais sa propre transmission réfléchie. Les signaux obtenus étaient identiques à ceux enregistrés par la sonde des décennies auparavant, mais inversés, comme s'ils rebondissaient sur une frontière invisible. Une membrane réfléchissante entourant l'héliosphère, absorbant et renvoyant les signaux à la manière d'une chambre d'écho aux confins de l'univers. Si cela s'avérait vrai, cela signifiait que la frontière entre le vent solaire et l'espace interstellaire n'était pas une sortie, mais un miroir. Le signal s'intensifia pendant 3 semaines, puis disparut soudainement. Lorsque les ingénieurs du JPL analysèrent les dernières images, ils remarquèrent une ultime et faible fluctuation de tension aux bornes du magnétomètre. Elle n'était pas aléatoire. Elle formait une séquence binaire correspondant au code temporel de la toute première piste du disque d'or, le son des salutations de la Terre. Voyager 1 n'avait pas simplement regardé en arrière. Quelque chose l'avait regardé en retour. Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory travaillaient sans relâche. Ils avaient devant eux un flux de données faibles et fragmentées, presque effacées par le bruit cosmique, mais au sein de ce flux se cachait une structure persistante. Après avoir filtré le signal binaire brut pour réduire le bruit et l'avoir comparé aux transmissions historiques de Voyager 1, la ressemblance était frappante. L'enveloppe de fréquence correspondait à l'une des tonalités d'étalonnage originales de la sonde, mais inversée et déphasée, comme si elle avait rebondi sur une structure immense. Grâce à des modèles de reconstruction par apprentissage automatique, l'équipe d'exploration spatiale de la NASA a converti le signal en un spectrogramme tridimensionnel. Ce qui est apparu à l'écran a stupéfié l'assistance. Le signal n'était pas chaotique. Il présentait une symétrie. 6 pics répétitifs formaient un réseau parfait, une résonance hexagonale semblable à l'agencement cristallin observé dans les chambres à plasma magnétisé. La conclusion était stupéfiante. Ce que Voyager avait rencontré n'était ni un nuage de gaz diffus, ni un champ aléatoire. Il s'agissait d'une frontière organisée, se comportant comme une membrane capable de réfléchir et de modeler l'énergie électromagnétique. Certains l'appelaient le mur interstellaire, d'autres, tout simplement, le miroir. La découverte ne pouvait rester secrète longtemps. En quelques jours, des observatoires du monde entier ont commencé à orienter leurs antennes vers la même gamme de fréquences. Le relais Rosetta de l'Agence spatiale européenne, le réseau indien de communication avec l'espace lointain et même des réseaux privés comme le Square Comb Array South ont signalé des phénomènes identiques. De minuscules signaux en miroir arrivant exactement 19 heures après chaque transmission de Voyager 1. Au départ, ce délai semblait insignifiant, jusqu'à ce qu'un mathématicien du MIT remarque que 19 heures correspondait précisément au temps de trajet des ondes radio réfléchies entre Voyager 1 et un objet situé à 22 milliards de kilomètres de la Terre, de l'autre côté de l'héliopause. Cela signifiait que le signal n'était pas isolé. Il faisait partie d'une boucle de rétroaction bidirectionnelle, comme si une structure externe non seulement réfléchissait, mais amplifiait les transmissions de la sonde. Plus Voyager envoyait de données, plus le signal de retour était fort. Puis survint l'événement véritablement incroyable. La même fréquence réfléchie apparut sur Voyager 2, des milliards à plusieurs kilomètres de distance, sur une trajectoire complètement différente, 2 engins spatiaux séparés par la taille du système solaire recevaient désormais la même réflexion rythmique, synchronisée à la seconde. Une fois que les 2 sondes Voyager ont commencé à recevoir le même signal, la NASA a tenté de le décoder. Mais au lieu d'un langage, ce qui est apparu ressemblait à une géométrie. En traçant chaque pic de fréquence au fil du temps, les scientifiques ont remarqué que les pics formaient un motif, une spirale en expansion traversée de lignes radiales, comme une carte vue du ciel. Lorsque les coordonnées ont été comparées au catalogue d'étoiles, les intersections se sont alignées avec des nuages interstellaires locaux, formant un couloir s'étendant vers Ophiuchus. Le schéma se répétait toutes les 72 heures, chaque cycle ajoutant de nouveaux détails comme si des couches d'informations se dessinaient sur le vide. Les données étaient subtiles mais délibérées. La carte ne pointait pas vers l'extérieur.
Elles se repliaient sur elles-mêmes, convergeant vers la position du Soleil. C'était comme si le signal nous guidait. Lorsque les ingénieurs ont converti les rapports numériques en audio, un bourdonnement obsédant de basse fréquence a émergé, oscillant précisément à la même fréquence que celle encodée sur le disque d'or de Voyager. 115 Hz, la fréquence fondamentale des atomes d'hydrogène. D'une manière ou d'une autre, quelque chose au-delà de l'héliopause parlait le même langage mathématique que celui que nous avions jadis envoyé au cosmos en guise de salutation. Puis survint l'événement inattendu. Le 4 février 2025, à 2h43 UTC, les capteurs d'orientation de Voyager déclenchèrent une manœuvre de correction automatique non commandée par le centre de contrôle. La sonde pivota de 7 degrés, alignant son antenne à gain élevé non pas vers la Terre, mais vers les coordonnées exactes indiquées par la figure géométrique. Cette manœuvre consomma une précieuse quantité d'hydrogène. Pourtant, les propulseurs fonctionnèrent parfaitement. Pendant 11 minutes, Voyager émit une forte impulsion dans l'obscurité, comme pour répondre à un appel. Chaque antenne du réseau de communication avec l'espace lointain de la NASA enregistra une chute de puissance spectaculaire durant la transmission, suivie d'un bref silence, puis d'un signal de retour bien plus puissant que tout ce que la sonde aurait dû être capable de détecter. L'écho n'était pas radio. Il se manifestait sous la forme d'une fluctuation gravitationnelle de basse fréquence, une ondulation mesurée simultanément par les détecteurs LIGO sur Terre. Pour la première fois de l'histoire, une machine construite par l'homme avait envoyé un signal dans l'abîme interstellaire, et l'espace-temps lui-même avait répondu. Lorsque l'écho gravitationnel est arrivé, tous les modèles de la physique se sont effondrés. Il ne s'agissait pas d'une simple ondulation dans l'espace-temps, mais d'une onde structurée, codée par des intervalles et des harmoniques correspondant précisément à la transmission de Voyager. Dans les données LIGO, l'onde ne se comportait pas comme une fluctuation gravitationnelle aléatoire. Elle portait un rythme, une symétrie, une structure indubitable. Lorsque les scientifiques ont reconstruit la forme d'onde à l'aide d'une transformée de Fourier tridimensionnelle, ce qui est apparu n'était pas du bruit, mais une forme, un réseau torique vibrant et vibrant, comme un anneau d'énergie se repliant sur lui-même. Les coordonnées inscrites dans ces déphasages correspondaient exactement à la position de Voyager 1, et pendant un bref instant, sa fréquence convergea parfaitement avec la fréquence fondamentale du disque d'or. C'était comme si l'univers lui-même avait rejoué notre message. La première interprétation fut le chaos. Certains parlèrent d'interférence, d'autres murmurèrent autre chose. Que Voyager avait touché l'horizon des événements d'une construction artificielle, une enveloppe gravitationnelle entourant le système solaire comme une frontière invisible, un système non pas conçu pour nous piéger, mais pour contenir autre chose. La NASA cessa toute communication. En quelques heures, toutes les données télémétriques en direct de Voyager 1 furent redirigées via des relais cryptés. Officiellement, le vaisseau spatial subissait une corruption de données. Officieusement, ce qu'ils avaient vu les avait terrifiés. Les derniers paquets reçus de la sonde contenaient une rafale compressée de mesures brutes, bien plus dense que tout ce que les systèmes de Voyager auraient dû pouvoir produire. Une fois les données binaires décomposées, elles révélaient en quelque chose d'étonnant, un code répétitif intégré au relevé du plasma. Ce motif se traduisait par une séquence de 6 nombres récurrents, 1 0, 1, 1 0, 1, 1. Une impulsion se répétant toutes les 11 minutes, identique au signal que Voyager avait détecté pour la première fois des semaines auparavant. Mais cette fois, la source ne se situait pas au-delà de l'héliopause. Elle se trouvait derrière la sonde, à l'intérieur de l'héliosphère qui la suivait. C'est alors que le réseau de communication avec l'espace lointain a capté un signal inexplicable, un second signal, non pas émis par Voyager 1 ni par la Terre, mais provenant d'un point situé entre les deux. La transmission correspondait à la fréquence initiale de la sonde, mais était plus forte, bien trop puissante pour être due à la réflexion de la lumière ou aux ondes radio. Pendant 19 minutes, il a reproduit en temps réel chaque transmission de Voyager, dupliquant sa télémétrie jusqu'au moindre bit. C'était comme si 2 sondes Voyager communiquaient, l'une humaine, l'autre reflétée, séparées par des milliards de kilomètres, chacune faisant écho à l'autre en parfaite synchronisation. Puis,
Aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'est arrêté. Les données se sont figées. Les instruments sont restés silencieux. Et le seul signal restant sur l'onde porteuse était une faible oscillation, non pas en ondes radio, mais à la fréquence même de l'hydrogène. La même fréquence que celle utilisée sur le disque d'or pour représenter le langage de la vie intelligente. À cet instant, les physiciens de la NASA comprirent l'impensable. La limite atteinte par Voyager n'était pas l'extrémité du système solaire. C'était un champ miroir, une courbure de l'espace-temps où le rayonnement électromagnétique se replie sur lui-même. Voyager n'avait pas trouvé la limite de l'influence du Soleil. Elle avait trouvé le point où l'espace nous renvoie notre message. L'écho gravitationnel n'était pas une réponse des étoiles. C'était le son de notre propre message capté et renvoyé par une structure trop vaste et trop délibérée pour être naturelle. Et au sein de cette réflexion, dissimulée dans les plus infimes harmoniques de l'onde, se trouvait un horodatage, un compte à rebours en secondes. Une fois décodé, cet horodatage correspondait à l'année 2030 et 1. Personne à la NASA n'a pu l'expliquer, mais, officieusement, une scientifique le décrit comme un marqueur de synchronisation, comme si ce qui se trouvait au-delà de l'héliopause venait de commencer à se calibrer sur notre système. Ce n'est pas quelque chose qui vient vers nous, a-t-elle dit. C'est quelque chose qui s'aligne sur nous. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avions exploré les profondeurs de l'espace suffisamment loin pour que l'univers nous remarque, et il nous avait répondu. Voyager 1 est désormais silencieuse. Son signal, autrefois stable, s'est dégradé en un bruit statique fluctuant toutes les 11 minutes, le même rythme qu'avant son retour. Pour le grand public, il s'agit d'un simple dysfonctionnement. Mais pour ceux qui continuent de surveiller les fréquences du cosmos, ce phénomène persiste. Toutes les 11 minutes, une faible impulsion résonne dans l'obscurité. Non pas de la sonde elle-même, mais de l'espace environnant, comme si quelque chose là-bas répétait encore notre message, attendant que nous en envoyions un autre. Alors, si cette histoire vous a amené à vous demander si Voyager a réellement découvert quelque chose aux confins de l'univers connu, si vous avez déjà eu le sentiment que notre premier message envoyé dans le vide n'a peut-être jamais été perdu, mais bien entendu, ne détournez pas le regard. Abonnez-vous à cette chaîne, car le jour où le silence de Voyager sera rompu, nous saurons peut-être enfin si nous étions les premiers à tendre la main ou les derniers à réaliser que nous n'étions jamais seuls.